Et si la clé contre le réchauffement climatique germait là où nul ne l'aurait imaginé? Imaginez un instant un petit pays d'Afrique de l'Ouest, souvent relégué dans l'ombre des grandes puissances agricoles, s'apprête à bouleverser la donne planétaire. Le 24 novembre 2025, le Burkina Faso stupéfie le monde entier. Une percée scientifique retentit depuis Ouagadougou, capitale discrète mais vibrante au cœur du Sahel. Dans ce pays longtemps jugé vulnérable face à la sécheresse, une équipe de jeunes chercheurs africains présente l'impossible. Des semences capables de croître sans une seule goutte d'eau, de s'épanouir sous une chaleur accablante. Blé, riz, arbres fruitiers. Pour la première fois, la vie surgit du sol craquelé, là où l'on n'espérait plus rien. Ce n'est pas un rêve. Des images montrent ces plants résistant à la soif et à l'ardeur du soleil, nés non dans les laboratoires géants, mais sous les mains de scientifiques de moins de 30 ans, rassemblés dans ce que l'on nomme déjà Babloladit, Seja, le laboratoire de l'impossible. Alors que la planète retient son souffle face aux pénuries et à la faim, une révolution silencieuse éclate au cœur du Sahel. Des experts venus du Ghana, du Maroc et du Brésil confirment très vite la découverte. Ces graines protègent les récoltes comme jamais auparavant. Les chaînes d'information s'affolent, la vidéo d'un épi de maïs jaillissant du sable sec fait le tour du globe en quelques heures. Tout à coup, l'Afrique ne subit plus le climat, elle le défie. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi maintenant? Et surtout, que signifie cette avancée pour le reste du monde, alors que les multinationales de l'agro-industrie, jusque-là intouchables, voient maintenant leur hégémonie vaciller? Ignorer ce qui se joue ici, c'est risquer de tourner le dos à l'espoir le plus concret face à la faim, à la dépendance économique, et peut-être à la plus grande promesse de renaissance du continent africain. Mais tout a commencé bien avant cette annonce fracassante. Pour comprendre la véritable portée de cette révolution, il faut revenir aux origines de cette quête impossible. Derrière des murs sobres, dans une aile discrète d'Ouagadougou, quelque chose d'inédit s'est levé. Imaginez la scène, de jeunes scientifiques, souvent issus de zones rurales, réunis autour de microscopes usés, partageant la même obsession, rendre le Sahel fertile à nouveau. Beaucoup d'entre eux avaient en vue leurs propres familles en perdre des récoltes, voire migrer vers les villes à cause de la sécheresse. Leur motivation était palpable, viscérale. Ici, capitale du Burkina Faso, un centre jusqu'alors inconnu façonne le futur, le Centre national de recherche sur la résilience génétique. Il y a à peine quelques mois, personne n'en connaissait le nom. Aujourd'hui, il aimante les regards des experts du monde entier. Ce centre n'est pas issu d'un partenariat avec une multinationale occidentale, mais d'un effort collectif, financé en partie par des dons de la diaspora burkinabé et de petits entrepreneurs locaux. Un élan populaire qui rappelle les grandes mobilisations historiques, comme la construction des terrasses de Yatenga contre l'érosion dans les années 70. Le 2 octobre 2025, tout bascule. Sur une scène improvisée, le président Ibrahim Traoré prend la parole devant un public composé de paysans, de chercheurs, mais aussi d'élèves venus assister à ce moment historique. Il dévoile ce que nul n'avait osé imaginer. 3 découvertes qui font voler en éclats les limites du possible. Première percée. Un maïs capable de survivre 40 jours sans la moindre goutte d'eau. Quand la plupart des variétés mondiales s'effondrent après 2 semaines, ici, le défi du Sahel devient routine. Imaginez la scène. Dans un champ brûlé par le soleil, là où le sol craque comme une peau desséchée, de jeunes pousses vertes émergent, défiant toute logique. Un exploit concret qui rappelle la Révolution verte en Inde dans les années 60, mais qui va encore plus loin. Deuxième prouesse, un riz qui prospère même sous 48 degrés, là où les cultures traditionnelles périssent au-delà de 40. Cette résistance rappelle l'adaptation du riz IR-8 à la mousson indienne, mais cette fois, elle se joue dans l'aridité du Sahel. Troisième révolution, des arbres fruitiers donnant toute l'année, même lorsque la sécheresse dévaste les champs voisins. Pour les familles, cela signifie des récoltes stables, des revenus toute l'année et la possibilité de diversifier l'alimentation. Pour la première fois, des manguiers et des goyaviers produisent en plein mois de mars, période jadis synonyme de soudure et de disette. Mais l'exploit va au-delà de la biologie. Ces avancées ne viennent pas des laboratoires suréquipés des multinationales, mais d'une équipe jeune, audacieuse, presque tous ont moins de 32 ans. Beaucoup appliquent des techniques inspirées de l'optique quantique, rendant la manipulation génétique plus précise et fulgurante. Par exemple, l'utilisation de lasers monochromatiques pour stabiliser l'ADN, une méthode développée initialement pour la physique fondamentale, trouve ici une application révolutionnaire en agronomie.
Pour tester ces résultats, des experts venus du Ghana, du Maroc, mais aussi d'Europe et d'Asie, sont invités à scruter chaque étape. Premier constat, ces plantes survivent là où presque toutes échouent, avec des taux de réussite inédits. Les tests sont menés en conditions réelles, sur des terres exposées à plus de 46 degrés, sans aucun arrosage pendant près de 6 semaines. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 68% de survie contre à peine 15% avec les variétés classiques. Le choc est planétaire. Beaucoup doutaient qu'un pays d'Afrique de l'Ouest puisse renverser la table. Mais le Burkina Faso s'impose, forçant le monde scientifique à questionner ses certitudes les plus ancrées. Des articles paraissent dans Nature, Science et même The Economist, saluant l'émergence silencieuse d'un géant agricole africain. Ce n'est pas seulement une victoire technique, c'est une fracture dans l'équilibre mondial de la sécurité alimentaire. Ceux qui refuseront de s'adapter risquent désormais de perdre pied. On se souvient de la crise alimentaire mondiale de 2008, quand la flambée des prix des céréales avait provoqué des émeutes dans plus de 20 pays. Cette fois, l'Afrique n'est plus spectatrice mais actrice de sa souveraineté alimentaire. Pourtant, derrière la prouesse, une question brûle. Comment le reste du monde va-t-il réagir face à une Afrique qui redéfinit les règles du jeu ? Dans les coulisses, les géants de l'agro-industrie surveillent, inquiets. Certains voient déjà leur hégémonie menacée. Les bureaux de Monsanto, Syngenta ou Bayer sont en alerte maximale. Des réunions de crise s'organisent à Zurich, Saint-Louis ou Bâle. Les analystes redoutent la perte de marché en Afrique, mais aussi la fuite de savoir-faire vers de nouveaux pôles d'innovation. Un épi de maïs fend la croûte d'un désert. En moins de 20 secondes, une vidéo du Burkina Faso embrase Internet. Un germe de maïs jaillit d'un sable incandescent sous une lampe chauffée à plus de 44 degrés. Aucun arrosage, aucun trucage. Juste la force brute d'une graine qui brave la mort promise des terres assoiffées. La séquence, fuyée par un technicien anonyme, fait le tour du globe en quelques heures. Sur les réseaux, les opinions s'entrechoquent. Certains crient à la fraude, d'autres parlent de miracle. Mais de partage en partage, le doute s'installe. Et si c'était vrai ? Les médias du Cap à Paris, de Nairobi à Chicago, s'enflamment. Jamais une vidéo agricole n'a autant électrisé les foules, ni semé tant d'incertitudes. Des influenceurs en agriculture urbaine décortiquent image par image la séquence, des forums Reddit s'embrasent de théories et de spéculations. Les hashtags #Sahel Revolution et Burkina Seed envahissent Twitter. Face au tumulte, le président Ibrahim Traoré s'avance. Il invite les plus méfiants à constater de leurs propres yeux. 3 délégations scientifiques, venues des États-Unis, de la France et du Japon, atterrissent à Ouagadougou. Elles visitent des laboratoires ouverts, assistent à chaque test devant des caméras, en présence d'experts étrangers. Des chaînes YouTube spécialisées diffusent en direct les expérimentations, suivies par des centaines de milliers de spectateurs. Les résultats dépassent toutes les attentes. Sous la fournaise, les jeunes pousses survivent. Leur taux de réussite double celui des variétés venues d'Occident. La photosynthèse, mesurée en continu, atteint des records inédits sous ces latitudes. Peu à peu, les sceptiques valident les chiffres. La FAO publie un rapport sans précédent. Pour la première fois, une semence africaine surpasse les standards mondiaux. Le doute s'efface. Un mélange d'admiration et d'inquiétude s'empare des observateurs. Le centre de gravité de l'agriculture mondiale bascule vers le Sahel. L'Afrique, souvent perçue comme vulnérable, impose soudain sa force biotechnologique. Les multinationales, prises de court, voient leur suprématie et leur marché menacés. Certains gouvernements européens mettent en place des barrières sanitaires, d'autres proposent des partenariats précipités pour tenter d'obtenir une part du gâteau. Mais derrière les applaudissements, une autre question émerge. Qui contrôle vraiment cette découverte ? Et si ce pouvoir nouveau attirait des convoitises bien plus dangereuses ? Quand une révolution de laboratoire se transforme en arme géopolitique, l'équilibre du monde chancelle. On se souvient des débats sur le blé ukrainien ou le soja brésilien, devenus enjeux stratégiques dans les conflits récents. Aujourd'hui, c'est la semence sahélienne qui cristallise toutes les tensions. Au Burkina Faso, la découverte n'est plus un simple exploit scientifique. Dans les villages du Sahel, l'espoir refleurit. Pour la première fois depuis des années, les récoltes issues des semences résistantes à la sécheresse redonnent vie aux champs et rendent leur dignité aux familles. Là où la famine guettait, la confiance renaît. Les marchés locaux reprennent vie, les écoles rouvrent grâce aux impôts agricoles, et des coopératives de femmes s'organisent pour transformer les surplus. Des scènes de liesse rappellent les grandes victoires contre la désertification dans les années 80 ou la récupération des terres dégradées au Niger.
L'annonce traverse le continent comme une onde de choc. De Dakar à Nairobi, on célèbre la victoire d'un pays longtemps perçu comme victime du climat. Mais cette avancée soulève une question dérangeante. Pourquoi importer des semences hors de prix, souvent peu adaptées, alors que l'Afrique peut désormais créer ses propres variétés? Ce doute fissure le marché mondial. Les multinationales agroalimentaires, jusqu'ici tout puissantes, ripostent par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Elles agitent le spectre d'une biotechnologie incontrôlable, évoquent des risques sanitaires, menacent de retirer leurs investissements. Des articles alarmistes paraissent dans la presse financière, les bourses réagissent par des chutes brutales des actions de groupes semenciers. La tension monte quand plusieurs gouvernements africains affichent leur soutien à Ouagadougou. De nouvelles alliances politiques émergent, promettant de partager le savoir-faire et de bâtir une filière semencière indépendante des laboratoires occidentaux. Mais l'enthousiasme n'est pas unanime. Dans les salles feutrées de la bourse européenne, l'inquiétude grandit. Si l'Afrique gagne en autonomie ou réoriente ses exportations, l'économie de toute une filière pourrait vaciller. Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se réunissent en urgence pour anticiper les conséquences. On évoque le précédent du coton américain qui bouleversa l'industrie textile européenne au XIXe siècle. Ailleurs, la réaction est brutale. À Washington et à Pékin, la percée burkinabé est considérée comme une menace directe. Les États-Unis redoutent de perdre leur domination sur le marché des semences hybrides. La Chine voit son avance dans l'exportation de riz et de fruits peu tropicaux remise en cause. Les capitales s'agitent, des mesures de rétorsion sont évoquées, la pression diplomatique s'intensifie. Des représentants américains proposent des aides conditionnées à l'abandon de la diffusion gratuite des semences. Au cœur de la tempête, Ibrahim Traoré incarne la renaissance d'une Afrique souveraine. Sa stature s'affirme sur la scène mondiale. Il devient le symbole d'un continent capable de s'adapter et d'imposer ses propres règles. Le Burkina Faso n'est plus un pion, mais un moteur d'un nouvel ordre agricole. Des éditorialistes comparent cette posture à celle de Thomas Sankara dans les années 80, mais avec des outils biotechnologiques comme arme de souveraineté. Le risque n'a jamais été aussi grand. L'équilibre économique mondial repose désormais sur la souveraineté alimentaire africaine. La stabilité sociale, l'accès à la nourriture et la place des grandes puissances sont remis en question, alors que le monde tente de survivre au chaos climatique. Le souvenir de la crise des subprimes agricoles de 2008 hante encore les négociants, qui craignent une nouvelle ère où l'Afrique dicterait les prix. Mais tout n'est pas encore joué. À mesure que la pression s'intensifie, chaque décision prise à Ouagadougou pourrait faire basculer l'avenir du continent. Le gouvernement burkinabé doit choisir: ouvrir grand la porte à tous les pays africains ou céder à la tentation de breveter ses découvertes pour engranger des revenus immédiats. Et si nourrir l'Afrique n'était qu'un prélude, et si la véritable ambition du Burkina Faso dépassait largement la sécurité alimentaire? Dans les coulisses, un rapport confidentiel sème la stupeur. Diffusé d'abord parmi quelques diplomates africains, il révèle la Sahara Route Initiative, un projet visant à créer des plantes capables d'absorber jusqu'à 3 fois plus de dioxyde de carbone que toutes les variétés existantes. 3 fois plus. Cette avancée ne se limite plus à l'agriculture. Elle devient une arme climatique. Les projections réalisées avec des modèles climatiques avancés montrent qu'une généralisation de ces cultures pourrait réduire localement la température de près de 2 degrés en 10 ans, tout en stockant d'énormes quantités de carbone dans les sols. Désormais, l'objectif affiché n'est pas seulement de remplir les greniers, mais de métamorphoser le climat régional. Imaginez, le Sahel, longtemps symbole de sécheresse, pourrait devenir un bouclier contre la hausse mondiale des températures. Les modélisations du rapport évoquent une chute locale de la température de près de 2 degrés en moins d'une décennie si la diffusion des nouvelles semences se généralise. Cela rappelle la Grande Muraille Verte, ce projet africain de reboisement, mais avec une efficacité démultipliée grâce à la génétique moderne. La révolution ne s'arrête pas là. Lors d'un sommet à Accra, les chefs d'État africains frappent de fort. Ils annoncent sur la création d'un réseau génétique open source intégralement africain. Les semences les plus performantes, résistantes à la chaleur, réparatrices des sols, capteuses de carbone, seront désormais gratuites pour les pays africains les plus vulnérables. Pas de licence, pas de brevet, pas d'exclusivité. Une première mondiale. L'Afrique s'inspire des logiciels libres pour appliquer ce principe à la biotechnologie, défiant l'ordre établi par les brevets occidentaux. Ce geste menace de bouleverser l'économie des géants mondiaux de la semence.
Pour ces multinationales, qui verrouillaient le marché grâce à la propriété intellectuelle, le danger est existentiel. Si l'innovation devient un bien commun, comment continuer à imposer des redevances? Les juristes s'arrachent les cheveux, les lobbyistes multiplient les démarches auprès de l'OMC pour tenter de bloquer cette révolution. La notion de souveraineté s'en trouve redéfinie. Il ne s'agit plus seulement de contrôler ses ressources ou ses frontières, mais de posséder la capacité de nourrir et de protéger son peuple librement. Pour la première fois, l'Afrique semble prête à imposer ses propres règles. Des alliances sud-sud se dessinent, les universités africaines lancent des programmes conjoints de recherche appliquée et des plateformes d'échange de semences voient le jour sur le modèle d'AgroCommon. Le monde réalise alors le basculement. L'équilibre du pouvoir agricole et climatique vacille. L'Afrique, laboratoire d'innovation, devient créatrice de normes. Les débats s'enflamment à l'ONU, les lobbyistes des multinationales accentuant la pression, mais la dynamique paraît irréversible. Même certains agriculteurs européens réclament un accès aux semences africaines, provoquant des débats houleux à Bruxelles. Mais ce bouleversement ne se fait pas sans résistance. Très vite, des forces opposées s'organisent dans l'ombre pour tenter de reprendre le contrôle. Des cyberattaques visent les laboratoires burkinabés, des campagnes de diffamation ciblent les chercheurs et des tentatives de corruption émergent pour obtenir des échantillons de semences. Un germe vert perce la terre calcinée. L'avenir appartient à ceux qui osent. Comme lors de la domestication du maïs au Mexique ou de la pomme de terre au Pérou, une innovation silencieuse est en train de bouleverser l'histoire humaine. Le Burkina Faso n'a pas seulement accompli un exploit scientifique, il a ouvert une brèche. Là où le sol semblait mort, un peuple a refusé la résignation. Sur la croûte du Sahel, un épi de maïs s'est dressé, défiant la sécheresse, la chaleur et les pronostics des experts. Ce germe n'est pas qu'un symbole d'espoir. Il incarne la possibilité d'un renouveau, là où plus personne n'osait rêver. Refuser d'y croire, c'est condamner des terres entières, accepter la fatalité climatique sans lutter. Mais au cœur du Sahel, l'innovation et la solidarité ont prouvé que tout pouvait basculer. En novembre 2025, tandis que les multinationales cherchaient à minimiser la portée de ces semences, des millions de regards se sont tournés vers l'Afrique, non plus comme vers une victime, mais comme vers une source d'espoir. Des graines résistantes, conçues dans l'ombre par une jeunesse déterminée, ont ouvert une voie vers l'indépendance alimentaire, brisant la domination des géants agro-industriels. Ce n'est pas une revanche ni une parabole, c'est un signal discret. Le changement ne naît pas toujours des grandes puissances, mais parfois des terres qu'on croyait condamnées. L'innovation n'a pas de frontières, chaque geste compte. Dans ce monde en crise, oublier le Burkina Faso, c'est nier la force du possible. Ce récit, désormais, nous concerne tous. Il pose une question simple et vertigineuse. Que ferons-nous, nous aussi, devant l'adversité? La résilience n'est pas un privilège, mais une responsabilité partagée. Ce sont les mains de ce jour qui récolteront demain, même sur une terre brûlée. Le germe a brisé la croûte. La suite dépend, plus que jamais, de notre volonté d'oser. Allons-nous soutenir ces initiatives, les adapter à nos propres régions, bâtir des ponts scientifiques entre continents et oser croire que l'innovation peut naître partout? Ou, au contraire, resterons-nous figés dans nos anciennes certitudes, laissant passer la chance de transformer notre rapport à la terre? Le Burkina Faso a montré la voie. À nous, désormais, d'inventer la suite de l'histoire.